Bonjour à tous. Donc, normalement, c'est pas moi qui aurais dû faire la présentation, c'est plutôt Christophe Lutz, qui est le président d'Aster, mais il n'a pas pu être présent aujourd'hui, il s'en excuse. Donc, dans la continuité des explications de Christian, et en lien avec la notion de data, je vais vous présenter certains éléments liés à des applications liées à l'utilisation justement de ces fameuses data. Donc très rapidement, Aster, donc on est éditeur de logiciels, donc ça fait 32 ans que la société existe. On est spécialisé dans le secteur de l'électronique, donc on développe des solutions de DFT, DFM sur les applications électroniques. Donc une SAS, 55 experts dans le monde, on travaille sur les industries 4.0, standard IEC, IPC depuis longtemps. Notre maison mère est en France, on est basé à Cesson-Sévigné à côté de Rennes. On a une filiale en Angleterre, une filiale aux États-Unis. On a plus de 1400 licences qui tournent dans le monde aujourd'hui. On travaille sur des programmes de recherche collaboratifs européens. On est distribué dans plus de 25 pays et on est un centre de recherche certifié. Bon, ça je vais passer, 55 experts dans le monde, c'est notre réseau d'experts et de distribution à travers le monde entier. Nos clients de référence, donc cette diapo, donc, vous voyez les différents noms de nos clients. L'intérêt que porte aussi beaucoup cette diapo, c'est de voir qu'on est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la partie aéronautique, défense, militaire, le transport médical, le télécom industriel, et bien sûr, on est aussi à travers un grand nombre de MS qui utilisent nos applications dans leur activité. Alors, la plateforme logicielle Aster, donc on a plusieurs applications qu'on propose. Elles tournent autour de la notion de modélisation de cartes électroniques, des équipements d'assemblage et de test dans un environnement virtuel. Pour que ça fonctionne, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la data. Il nous faut de la data fiable. Les points importants qu'on retient par rapport à cette plateforme, c'est la notion de jumeaux numériques. Donc c'est cette notion de pouvoir travailler sur les notions de simulation. Donc l'idée, c'est de travailler sur un prototype virtuel avant d'arriver au prototype physique, et donc de travailler sur toutes les notions d'amélioration pour faire en sorte que quand le produit arrivera en production, on a levé un grand nombre d'éléments qui vont perturber l'efficacité au niveau des défauts qu'on peut rencontrer. Donc la continuité digitale, c'est les points importants, et l'industrialisation zéro défaut, donc qui permet d'assurer la fiabilité et la qualité de nos produits. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette qualité versus non-qualité, quel est le coût de la qualité versus non-qualité? Donc, il y a trois gros indicateurs qui existent aujourd'hui. On retrouve notre fameux First Pass Yield, donc qui est... il y a une... Ouais. Donc notre First Pass Yield, qui est important, mais qui n'est pas forcément l'élément ultime, parce qu'il faut aussi s'interroger sur le nombre de cartes mauvaises qui vont être déclarées dans les cartes bonnes. En ayant une efficacité de test qui n'est pas à 100%, obligatoirement, vous allez avoir dans votre tas de cartes bonnes des cartes mauvaises. Donc ces deux points-là sont importants. Nous avons le RI, donc cet indicateur en forme de cuvette là, qui permet de regarder les problèmes de fiabilité dans les premières semaines de vie d'un produit qui est mis en commercialisation. Le NFF, qui est un cas très suivi, notamment sur la partie aéronautique, où en fait vous fabriquez une carte, vous la testez, elle est sans défaut, vous l'envoyez chez votre client, le client l'intègre, elle ne fonctionne pas, il vous la renvoie, vous la retestez, elle est bonne. Donc c'est un système qui tourne. Donc ces éléments sont clés, sont importants à regarder, et en gardant en tête la notion de time to market, qui est un objectif critique dans le développement de nouveaux produits. C'est le besoin de faire bien du premier coup, notamment pour maîtriser les coûts. Donc en limitant les redesigns lorsque les premiers prototypes ne sortent pas bons. Et puis c'est mieux communiquer dans la chaîne de conception et de fabrication à travers tous les indicateurs qu'on peut obtenir. Donc dans la continuité de ce que disait Christian sur la partie DFM, donc, on a bien compris que l'intégrer dans les phases de conception, c'est mieux. Par contre aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc il faut absolument des outils qui permettent de contrôler ces aspects-là sur l'aspect DFM. Donc c'est une application qui a été développée par Aster,
Donc c'est une application française, made in France. Donc c'est une plateforme agnostique qui supporte plus de 50 formats CAO. Donc c'est retrouver le meilleur du design et de l'excellence pour du DRC, du DFM, du DFA, du DFT. Alors quand on parle de DFM, on parle de quoi? J'ai envie de dire, tout dépend à qui on en parle. Le DFM, ça peut être du DRC. Donc là, on est plus sur la partie phase de conception avec le design route checking. Quand on parle dans le monde du PCB, on va retrouver donc le DFM PCB. Quand on arrive dans le monde de l'assemblage, ça devient du DFA. Et quand on arrive au niveau du test, ça devient du DFT. Le DFM, c'est quoi aussi? En fait, il y a plusieurs aspects à prendre en compte au niveau du contrôle DFM. Il y a l'aspect normatif. On va retrouver les notions d'IPC, donc d'AFNOR 2212, ou de l'ECSS, qui est une norme plus sur la partie spatiale. Et il y a tout le reste, c'est-à-dire tout le rétex, tout le retour terrain, toutes les anomalies qui ne sont pas forcément réglées dans l'aspect normatif, mais qui vont entraîner des problèmes derrière. Donc il faut trouver la possibilité d'avoir un outil qui gère autant l'aspect normatif que la partie rétex. Donc dans l'outil DFM Express, on a fait en sorte d'intégrer un certain nombre de profils qui vont traiter, donc l'AFNOR Spec 2212, elle est à part entière, c'est un profil particulier. Le SS, c'est quelque chose qui est en cours aussi. Et puis pour la partie standard IPC, on a différents profils qui vont traiter les aspects de composants, de cuivre, de perçage, de pâte, de solder masque. Et puis on a intégré aussi ce dernier guide qui a été créé. Je crois que Christian t'en a fait partie aussi. L'IPC DRDES 2022, qui est un guide de conception qui facilite, je dirais, qui aide en tout cas la partie conception. Et on en a fait, donc ça c'est la partie normatif, et puis on en a fait un outil qui permet derrière de traiter la partie rétex en créant ses propres règles, avec ses propres seuils, avec ses propres critères, pour pouvoir faire des contrôles liés à la vie de tous les jours, de ce qu'on rencontre dans les ateliers. Donc voilà à peu près la trame, la forme. Vous retrouvez donc un profil avec les différentes règles, les explications sur les règles qui sont accédées, et puis vous vous retrouvez dans un environnement où, après l'analyse, vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un cockpit de visualisation qui vous permet d'avoir les informations sur la position, l'élément concerné, la règle, les différentes informations qui sont liées aux objets, les seuils, la valeur recherchée. Donc tout ça vous permet derrière de vous balader, je dirais, dans votre CAO, de contrôler les éléments qui sont remontés. Et tous ces rapports peuvent être sortis en PowerPoint, en Excel, en Word, en PDF, en fonction des besoins et avec qui vous voulez communiquer. Bon, l'AFNOR 2212, je ne vais pas trop reparler, Christian l'a fait. Donc on retrouve notre fameux flyer. Donc nous, faisant partie du consortium, on a décidé d'intégrer toutes les règles de l'AFNOR Spec 2212 dans notre outil. Pour moi, on est les seuls à l'avoir fait. Aucun autre outil de DFM ne le pratique aujourd'hui. Bon, il faut espérer que si tout arrive en conception, ça ne sera plus nécessaire, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Un petit point sur les IPC, sur les standards IPC. Donc bon, je pense que beaucoup de gens connaissent ces diapos. Donc beaucoup de documents, beaucoup de lectures, beaucoup d'éléments. Donc une grande quantité de documents de référence qui traitent de nombreux aspects. Beaucoup de documents qui sont en lien avec les autres. On commence à regarder un document, ça fait appel à une autre norme, un autre document, donc il faut suivre tout ça au plus près. Donc pour pouvoir travailler là-dessus, on a fait en sorte de pouvoir traiter tous les cas, je dirais, que ce soit en termes de classification, en termes de niveau de productibilité, avec la vérification des empreintes. Si on regarde les standards IPC, on a deux volets. On a le volet import-export, où en fait il y a des normes de format de fichiers, donc pour traiter la data, la donnée en tout cas, qu'on retrouve au niveau d'IPC. Et puis on a, donc je vous ai mis quelques exemples là,
de documents IPC sur lesquels on a créé des profils pour pouvoir répondre aux exigences qui étaient données. Bon, je fais vite, hein, des systèmes d'analyse de pad en proximité entre via iPad, des analyses de pad de BGA pour s'assurer que la pastille sur le cuivre est bien en cohérence avec le diamètre de la bille. Il y a un écho. Le diamètre de la bille du BGA. Des analyses de via qui vont regarder le perçage des via en fonction de si le via il est enterré ou s'il est borgne. Donc des contrôles par rapport à des classes 1, 2, 3. Des contrôles de via in-pad, savoir si le via il est bien conforme à ce qu'on peut attendre dans le niveau de l'IPC et ne ressorte pas du pad comme on peut le constater ici. Des notions d'espacement de composants. Des contrôles de pattern aussi, pour s'assurer que le pattern qui se trouve sur le PCB est bien en phase avec la norme IPC 7351. Et puis l'IPCD RDES 2022 qui donne d'autres critères de contrôle qui ont été aussi intégrés. Donc nouveau guide de conception, comme je vous dis, je vous invite à aller le voir, c'est gratuit. C'est toujours intéressant à consulter. Et puis un dernier point, je dirais l'électronique continue à évoluer. Donc par ce biais, on voit que les enjeux du DFM, c'est prendre en compte toutes ces futures évolutions, que ce soit des notions de PCB mix hybride, où on va combiner du numérique et de la puissance sur la même carte, et où on n'aura pas forcément les mêmes contrôles de type DFM à faire en fonction de la localisation sur la carte. Donc c'est le zonage DFM. C'est l'utilisation des matériaux PCB entre rigide, flex rigide, qu'on peut retrouver dans les fabrications. C'est les types de PCB, en savoir si on gère de l'ARF, de l'hyperfréquence ou de la puissance. C'est ce qu'on découvre de plus en plus, la miniaturisation des composants, les multisourcing, donc des conceptions de plus en plus complexes, donc où on doit bien prendre en compte les paramétrages industriels de routage. Des fabrications de plus en plus complexes, où on finit par arriver dans des limites technologiques, où le contrôle du DFM, on ne peut plus l'imaginer en le faisant à la main. On est obligé d'avoir des outils automatiques, sinon on va rater obligatoirement des choses. Et puis c'est les contraintes économiques, liées au time to market, au zéro défaut, l'élimination des redesigns, donc qui sont contraints par la continuité numérique. Mais tout ça, ça peut être traité qu'à partir du moment où la data elle est fiable et où les informations apparaissent. Donc moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant je voudrais faire une étude DFM, j'ai que des Gerber. Non, le Gerber, on va faire certains types de contrôles, mais on ne pourra pas tous les faire. C'est pas suffisant. Comme dans le monde, je pense que vous êtes tous dans la même idée, c'est que fabriquer une carte électronique avec des Gerber, c'est pas possible. Derrière, on a des outils industriels qui sont hautement qualifiés. On a besoin de données qui sont beaucoup plus importantes que du Gerber pour pouvoir assurer la fiabilité et le zéro défaut qu'on vise tous pour notre activité. Là, c'est la data au service de la mise en production. Donc les outils Aster, donc c'est toujours sur l'aspect numérique. En fait, on part sur deux principes. Un, il faut qualifier l'univers de défaut. Donc en gros, il faut contrôler votre niveau de qualité et voir où les défauts se présentent. Donc on va faire une étude sur tous les défauts que vous allez rencontrer dans votre production. Est-ce que c'est plus lié à un design? Est-ce que c'est plus lié à une typologie de composants? Est-ce que c'est plus lié à un certain type de process? Donc, on part de base sur un univers de défauts qui nous donne l'expression de votre niveau de qualité par rapport aux différentes techniques de process et design de vos cartes. Et puis le deuxième aspect, c'est simuler les flux de fabrication pour pouvoir travailler cette notion de jumeau numérique. Donc on va partir de la schématique. On peut enrichir cette schématique des données liées à vos défauts, à votre univers du défaut. Savoir si les designs que vous allez sélectionner dans votre nouveau projet, il n'y a pas des anomalies qui auraient pu être détectées sur d'anciens projets et qui entraînent des difficultés en termes de production et donc qui créent des défauts. Pour passer au routage,
On peut commencer à travailler sur une optimisation de design, notamment en regardant si vous avez des anomalies en termes de conception, et vous aider à travailler sur la notion d'optimisation des points de test. On est depuis 30 ans sur le test, donc un petit peu sensibilisé là-dessus. Et donc, une fois que vous avez fait ce travail d'optimisation, vous allez pouvoir travailler, une fois que le routage est fait, sur la partie DFM et sur poursuivre la partie du test en intégrant les données mécaniques liées au routage. Et après, on peut piloter les lignes d'assemblage, de test et de vision et réaliser et récupérer les données de vos différents tests pour réalimenter votre base de données. En fait, c'est un système virtuel qui tourne. On se sert du passé pour travailler sur le niveau design, on fait de l'optimisation, on réalise les programmes, on récupère les données de test et on voit notre nouveau univers de défaut. Donc sur cet aspect-là, nous avons notre solution Testo Express. En fait, l'idée de Testo Express, c'est quoi? C'est que vous allez digitaliser votre ligne de production. Vous allez prendre une ligne de production complète que vous allez rentrer dans le logiciel. Vous allez injecter une CAO, donc votre carte, votre produit. Dans le logiciel, il y a votre univers de défauts qui quantifie les défauts, la typologie de défauts que vous rencontrez dans le monde de tous les jours. Et vous allez faire des simulations de stratégie de test. Donc j'ai mon design, je l'injecte dans l'outil. Hop, je vais tester cette carte, je vais définir, je vais mettre un AOI, je vais mettre un test à sonde mobile. Et je vais regarder ce que ma stratégie de test est capable de capturer comme type de défaut. L'idée de savoir, c'est est-ce que vous êtes capable de capturer tous les types de défauts que vous rencontrez. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on a travaillé notre stratégie de test, on peut générer les programmes d'assemblage et de test qui sont en lien avec les taux de couverture que vous pouvez espérer. Et puis, le dernier point, qui est le plus important, c'est qu'une fois que vous avez mis en place toute votre structure sur votre ligne de production, il faut relire les données qui viennent de vos machines, AOI, Flying Probe, dans le cas que j'ai cité, et les relancer dans l'outil pour s'assurer que ce que vous aviez prévu en termes de couverture dans la simulation, et après la génération du programme, vous l'avez bien retrouvé une fois que vous êtes sorti de production. Je suis clair? On simule, on réalise les programmes, on mesure l'efficacité du programme pour s'assurer que les taux de couverture sont maintenus entre la simulation et le réel. C'est le principe du jumeau numérique. On simule d'abord, on réalise et on vérifie. Alors si on regarde un petit peu le flux historique par rapport à la version moderne, je dirais, une grande majorité des outils qui génèrent des programmes pour vos équipements, en fait, ils fonctionnent sur un flux, ce qu'on appelait le flux 3.0. En fait, vous importez des données, vous faites un placement pour l'accessibilité, vous générez vos fichiers et vous avez votre programme de test. La grande différence en utilisant le jumeau numérique, vous importez les données, vous faites votre placement de clous, vous faites une estimation de la couverture. Vous pouvez générer les programmes, vous mesurez son efficacité, vous modifiez les paramètres si nécessaire, jusqu'à obtenir le résultat qui vous intéresse. Et une grande différence qu'il y a aussi par rapport à d'autres types de logiciels, c'est que Testway, il raisonne ligne de production. Donc on va pouvoir cumuler un AOI, un Flying Probe, un Boundary Scan, différentes techniques de test. Et l'idée, c'est de travailler sur des notions d'optimisation. L'optimisation peut faire quoi? Pour réduire le nombre de pas de test, pour éviter les redondances de test, et faire en sorte de gagner en termes de temps de développement, en termes de temps de test. Les derniers travaux qu'on a réalisés depuis l'année dernière et depuis le début de l'année, je vais dire, on a ici typiquement une ligne de production assez standard avec
notre sérigraphie, notre SPI, la machine de placement, le four, la XI, la OUI et l'ICT. Aujourd'hui, quand on regarde un peu comment ça se passe, on se rend compte que on a des données qui sont issues de la CAO, qui sont issues de librairies, qui sont issues des données de l'ERP et autres. On génère des fichiers indéterminés. Et ces fichiers indéterminés, on va les réutiliser dans d'autres logiciels pour pouvoir piloter les équipements. Donc le travail d'Aster depuis le début de l'année, c'est de faire en sorte qu'en fait on supprime toute cette ligne-là. On a de la donnée qui sont issues de la CAO, de la BOM, de l'ERP. On est capable de générer les bons fichiers pour les bons équipements. Donc on supprime ici des logiciels intermédiaires. Donc on a développé une application spécifique pour ça, qui ne fait que de la génération, donc il n'y a pas de notion de couverture, de test, où en fait on prend les données CAO, on récupère les données, on enrichit les données à travers la BOM et autres, on vient générer les fichiers au bon format pour l'équipement qui est en face. Donc ça permet, c'est un outil qui est relativement simple, en fait ça c'est en 5 étapes. Vous définissez votre ligne de test, vous insérez vos données, vous travaillez sur la partie accessibilité, vous générez vos fichiers. Ça permet donc un traitement facile, standardisation des numéros de broche. Il y a un point important qu'on s'est rendu compte, c'est que certains logiciels, en fait, les numéros de broche de la CAO, ils s'en foutent, ils renumérotent tout comme ils veulent. Donc ce qui fait que quand vous faites une étude derrière en termes de testabilité, que vous croyez que la broche 7 elle est contrôlée, en fait c'est pas forcément la 7. Ça dépend de la numérotation. Donc nous on fait en sorte de générer les fichiers avec les bons numéros de broche, ceux de la CAO. Donc on enlève la couche des projets des logiciels intermédiaires. Donc c'est aussi des gains, contrat de maintenance et autres. Ces projets sont transférables dans Testway pour travailler sur l'analyse de couverture. On peut travailler sur un projet Testway, faire la génération de Fab Express, on peut le faire dans les deux sens. Et puis on a noté une efficacité de création de programme de 50% de réduction, liée au fait qu'on ne passe pas par des intermédiaires. Tout se fait en une seule fois. Le deuxième point sur lequel on a travaillé aussi sur l'année 2025, c'est sur la gestion de l'accessibilité. En général, l'absence d'accès physique entraîne une couverture de test insuffisante. Donc on s'est dit, les cartes sont de plus en plus denses, donc il y a les techniques Bunderescan qui existent, ça ne suffit pas forcément. Donc on va essayer de trouver des solutions pour travailler sur l'optimisation des points de test. Et donc on a travaillé sur les notions de test en cluster. Donc test en cluster c'est quoi? C'est des regroupements de composants qui permettent à travers ce bloc, je dirais, de réduire le besoin d'accessibilité puisqu'on va tester un ensemble de composants et non pas chaque composant les uns après les autres. Donc on teste un groupe de composants ensemble même si certains sont inaccessibles physiquement. Donc on a différents types de clusters, des clusters simples, c'est des composants à deux broches, ou des complexes. Donc sur les clusters, on peut les appliquer sur des stratégies ICT, mais on peut aussi les appliquer sur toutes les stratégies de test. BST, ICT, Flying Probe et test fonctionnel. Donc dans les développements qu'a fait Aster, on propose maintenant donc une solution pour travailler sur ces clusters, pour faire l'identification en automatique et créer les pas de test qui vont être associés. Donc les clusters simples de composants à deux broches sont livrés avec l'installation de Testway. Donc 6 testeurs ICT FPT sont déjà supportés, d'autres machines seront bientôt disponibles. La nouvelle bibliothèque de cluster peut être développée par les services Aster. Donc on fait du développement aussi spécifique en fonction des demandes clients. Donc comment ça se passe? En fait, on a des bibliothèques d'ensemble qui sont plus ou moins complexes. Et en fait, l'outil va aller analyser votre design et va aller les retrouver en automatique. Donc là, j'ai un clou là, ici j'en ai pas besoin, j'ai un clou là. Donc à chaque fois, on diminue le nombre de clous.
on enlève un besoin sur un certain nombre de clous pour limiter les besoins en accessibilité au niveau des tests liés à clous ou sonde mobile. Un exemple sur une des cartes pour un client. Donc on avait 116 composants, 1339 équipotentiels, bibliothèque de clusters, 12 modèles testway, pouvant être étendus par l'utilisateur, 266 clusters automatiquement identifiés et générés en format Node Library, directement utilisables sur i3070, 265, donc 20%, points de test non nécessaires. À chaque fois qu'on trouve un cluster, on fait une réduction de points de test. Donc ça, c'est les différents testeurs aujourd'hui qui sont sur lesquels on a fait ces développements. Et en plus, on a travaillé en partenariat avec Keysight, qui donc c'est le premier fournisseur à avoir développé une prise en charge complète du fichier Custom Cluster XML de Testway. Il automatise entièrement le processus d'importation, de compilation et de rapport de couverture, tant pour les clusters simples que les complexes. Et donc, on va continuer à développer en fonction des demandes. Un autre sujet sur lequel Aster a travaillé en 2025, donc tout ça c'est pareil, il faut de la donnée pour que ça fonctionne correctement. Donc des données fiables, précises, riches. La couverture de test, c'est une mesure permettant d'évaluer la détection des défauts par l'inspection de test. La validation du programme de test a un objectif différent. Elle permet de confirmer que les capacités du testeur sont bien utilisées afin d'obtenir la couverture de test la plus élevée possible. Exemple, un programme de test ICT utilisant 100% des capacités du testeur peut ne fournir qu'une couverture de test de 70% sur certaines cartes. Il faut bien faire une différence entre la notion d'accessibilité, de couverture de test et de capacité de test. L'accessibilité, c'est assez simple à comprendre. Vous avez une capa, 2 pins, vous accédez à une pin, pas à l'autre, vous avez 50% d'accessibilité. Taux de couverture ICT, 0%. Avec une pin, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, nous avons ici une capa de 100 picofarads plus ou moins 1%. Au niveau du testeur, nous la mesurons à 100 picofarads, moins 15%, plus 40%. L'accessibilité est à 100%. La couverture de test est à 50%, car la déviation est majeure. En fait, on a un tel écart au niveau des tolérances, des seuils de tolérance, qu'en fait, on ne va pas réussir à s'assurer qu'on maîtrise bien cette partie-là. Et pourtant, on est capable de la tester. Mais en termes d'efficacité de test, c'est pas ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des nouveaux métriques qui commencent à arriver maintenant dans la notion de couverture de test. C'est surtout l'idée, c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de qualifier les programmes de test ICT à la fin des processus de développement afin de garantir leur conformité avec les exigences des clients. En fait, votre client peut vous demander de tester un produit avec ses propres exigences. Vous devez tester cette capa suivant ces conditions. L'outil Testway maintenant permet de s'assurer que le programme a bien été réalisé suivant ses exigences clients. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est que vous faites votre rapport de couverture et en fait vous avez un nouveau menu maintenant qui va permettre de vérifier si le programme de test a été réalisé en conformité avec votre spec client. Et donc vous remontez ici en anomalie les incohérences qu'il peut y avoir au niveau diode test major déviation, donc c'est qu'on n'a pas suivi les préconisations qui étaient demandées en termes de tension. Minor déviation, c'est on devrait la mesurer à moins 12 plus 12, on mesure à moins 20 plus 12. C'est tous ces éléments qui vont permettre de contrôler le programme et s'assurer qu'il est en conformité par rapport aux exigences qui vous ont été demandées. Dernier point important, je vous ai parlé des univers de défaut, votre univers de défaut. Donc la couverture de test n'a qu'une signification relative sans les DPMO. En fait, la couverture de test, elle est calculée en prenant la couverture pondérée du risque.
Le risque, c'est votre univers de défaut. C'est les notions de PPM que vous avez associées aux défauts que vous constatez dans votre ligne de production. Si vous avez 95% de couverture de test, mais que tous les défauts sont dans les 5% non testés, vous avez 0% d'efficacité. Si vous testez 95% de la carte et qu'en fait, le défaut que vous avez constamment, il est sur les 5 derniers qui ne sont pas vus, en fait, l'efficacité, elle est nulle. Donc la qualité de fabrication est fortement influencée par les choix technologiques effectués lors de la conception. Donc les différents types de composants, des boîtiers, des technologies d'assemblage, les pitchs et autres que vous allez récupérer. La plupart des composants sont disponibles dans différents boîtiers. Donc après, c'est un choix qui est fait en termes de conception. Pour obtenir le meilleur compromis en termes de rendement, les implications en matière de qualité de tous les aspects survenant mentionnés doivent être évaluées lors de la conception schématique et du placement routage. Alors en fait, dans l'outil Testway, on a 3 niveaux. C'est un peu pénible cet écho. On a 3 niveaux d'univers de défaut. Il y a le critère, vous faites des petits volumes, vous faites des grands volumes, vous faites des très grands volumes. C'est donc une base statistique. Cette base statistique, il existait un site web historique qui partageait la moyenne des DPMO dans l'industrie électronique, sauf qu'elle a été fermée. Donc aujourd'hui, les études de cas datent de 20 ans et ne reflètent plus la production moderne. Donc les DPMO que nous utilisons dans notre application sont liés à ce site. Alors un petit bémol, les très grands volumes, ça a été réactualisé quand on a travaillé avec NVIDIA, qui nous a renvoyé toutes les données statistiques de ses sous-traitants en Asie, pour pouvoir créer justement cet univers des défauts par rapport à ses propres sous-traitants. Donc les travaux qu'a fait Aster par rapport à ça, en fait, c'est de pouvoir récupérer à travers vos bases qualités et de pouvoir reconstruire votre univers de défaut en fonction des composants que vous utilisez, en fonction des process, parce que, en fait, si vous prenez une couverture de test par rapport à des PMO standards, vous obtenez un certain niveau de couverture. Je vous l'ai dit, on pondère le taux de couverture par rapport à la criticité. Si vous ne regardez pas un composant sur lequel vous n'avez jamais de problème, on va minorer l'impact que ça va avoir. Si par contre, vous ne regardez pas un composant sur lequel vous avez beaucoup de problèmes, on va augmenter le niveau de criticité. Ce qui fait évoluer le taux de couverture en fonction justement de cette criticité. Là, on voit un exemple sur une carte entre des DPMO standards et des DPMO réalistes. 62, 68, 62, 85, 77, 37. On n'obtient pas les mêmes résultats. Et donc, ça impacte obligatoirement votre stratégie de test. Donc, on a développé un module qui permet de récupérer tous les éléments liés à votre activité sur votre ligne de production. On va récupérer aussi vos données qui sont liées au niveau de votre station de réparation. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a un défaut sur un composant, mais c'est important de savoir quel est le type de défaut, qu'est-ce qu'on a fait. Et surtout le pourquoi le défaut est apparu. On va y rajouter les données qui sont issues de la CAO. On va y rajouter la base liée à la couverture de test. On va mouliner tout ça. On va récupérer différentes statistiques, des indicateurs. Et puis on va vous recréer votre univers de défauts que vous allez pouvoir réintégrer dans Testway pour être sûr que vous couvrez bien par rapport à votre univers de défauts. Et pas par rapport à un univers de défauts moyen du monde industriel. En conclusion, donc l'outil Testway, c'est un outil qui vous permet de faire de la simulation. Cet outil, donc, en fonction des stratégies de test que vous allez mettre en œuvre, je mets un AOI, je mets un Bunderescan, je mets un ICT, je mets un Flying Probe, je mets une test fonctionnelle, votre taux de couverture va augmenter. Puisque votre taux de couverture augmente,
votre courbe de non-qualité diminue. Et là, on peut se dire, bah, je vais continuer, hein, je vais en mettre plein. Sauf qu'il y a une courbe qui vous rappelle que la courbe bleue, c'est la courbe des coûts. Plus vous allez rajouter un équipement, plus ça va vous coûter. En développement, en temps de test, en investissement. Donc l'outil Testway, c'est un outil qui va vous permettre de vous donner des métriques. Ces métriques vont vous permettre de quantifier si le fait de rajouter un équipement à votre stratégie, par rapport au coût associé, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le fait de diminuer votre risque de peau de chagrin, en ayant investi 10 000, 15 000, 20 000 euros, est-ce que ça vaut le coup? Tout dépend de votre activité. Vous faites des clés USB, pas besoin, vous faites des calculateurs dans les avions, c'est peut-être un peu plus critique. Pour finir, ce qu'on constate, c'est que la majorité des fabricants de cartes électroniques français travaillent encore avec une approche en silo. Chaque tâche est réalisée avec le logiciel spécifique et la machine ciblée. C'est ce qu'on a évoqué au cours de cette journée, hein. C'est que c'est très siloté. Le jumeau numérique est l'aboutissement de l'industrie 4.0 car il assure la continuité digitale de la conception à la fabrication. C'est une clé de compétitivité pour les programmes d'assemblage, d'inspection et de test. Optimisation pour la ligne, développement plus court, taux de couverture plus élevé, et donc temps d'exécution plus rapide.